tout comme le Grand Allemagne, tout comme le Reich, tout ça n'était qu'un rêve. Non, 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 mein Führer! Dites-moi que vous êtes là. Dites-moi que ma belle Anna était ici à une minute. Dites-moi que j'ai bel et bien entendu mes enfants. Dites-moi que le national-socialiste a bel et bien existé. Dites-moi que le Reich est encore vivant. Parlez-moi, mein Führer! Parlez-moi, mein Führer! Parlez-moi. Vous avez cessé de me parler suite à l'épisode de l'Union soviétique. Pourquoi? Pourquoi m'avoir regardé? Pourquoi m'avoir ignoré? Pourquoi m'avoir ignoré, renié? Parlez-moi, mein Führer, j'aimerais comprendre. Dites-moi, non, non, ne partez pas, mein Führer. Non, restez, j'aimerais comprendre pourquoi. Non, 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 je voudrais comprendre pourquoi, mein Führer. Pourquoi? Mais qui êtes-vous? J'étais seul dans cette cellule jusqu'à maintenant. J'ai mal à la tête. Vous êtes ici depuis quand? Depuis ce matin. Maintenant, vous n'êtes plus seul. Maintenant, vous n'êtes plus seul. Et comment vous appelez-vous? Stellman. Oscar Stellman. Là-bas, au fond, c'est un dénommé Petit, un monsieur Petit dont je ne connais pas le prénom. Mais vous, votre nom, vous êtes allemand? Non, je suis juif. Je reconnais moi aussi que c'est un nom à consonance allemande, mais Stillman en allemand, ça veut dire l'homme de fer ou l'homme d'acier. Et moi, en plus de m'appeler Stillman, je suis représentant. Je vends du fer et de l'acier dans les chantiers, partout, dans le monde entier, dont celui du pont de Québec là-bas. Je crois d'ailleurs vous avoir déjà vu à quelques reprises sur le chantier du pont. Vous avez travaillé pour la Davis Company, n'est-ce pas? Rappelez-moi votre nom. Ribbentrop. Joachim Ribbentrop. Pas le manger de choucroute. Ah, oui, je me souviens. Vous m'avez envoyé des devis pour que je puisse approvisionner le chantier du côté sud. Et dites-moi donc, qu'est-ce que vous faites ici? Un vulgaire malentendu. Je me suis parjuré devant un interrogatoire sur un accident de travail que j'aurais faussement causé. Un vulgaire malentendu, dites-vous. Monsieur Davis, sans doute, hein? Effectivement. Et vous, pourquoi vous êtes ici? Monsieur Davis, moi aussi. Et comment dites-vous déjà un vulgaire malentendu? C'est arrivé avant que M. Davis se fasse remercier par Charles Philippe. Charles Philippe? Le curé Richard, voyons. Ah, je vois. Dans mon cas, c'est un conflit d'intérêts, rien de grave. Conflit d'intérêts avec un fournisseur. Charles m'a assuré que je ne serais pas plus que 3 jours en prison. Charles est un homme généreux, très généreux. Bien entendu, la générosité, ça se paie. Et vous, vous êtes ici jusqu'à quand? 2 semaines. C'est ma dernière journée. Enfin, je crois. J'ai tendance à oublier la notion du temps. Mais je n'ai pas eu à payer la générosité pour réduire ma sentence, par contre.
Tout se paie dans la vie. C'est comme dans la mort. Le paiement de nos crimes s'effectue lors du passage. Quel passage? La rédemption, Giovanni. La rédemption. Mais parlez-moi donc du rêve que vous faisiez tout à l'heure qui vous a si bouleversé. Des gens auxquels je parlais et qui refusaient de me répondre, puis des papiers, des tonnes de papiers à signer que je ne comprenais pas et que je devais classer dans un ordre précis. Puis ensuite, je voyais des visages de morts qui me fixaient sans cesse. Et je buvais du champagne devant eux, mais ce n'était pas du champagne que je buvais. C'était du sang. Croyez-vous que le pont va se terminer un jour, Ribbentrop? Au rythme des travaux, je vous dirais que ça va prendre plus de temps que prévu. L'ingénierie est très complexe. Ce sera donc un chef-d'œuvre, à condition qu'il ne retombe pas. Inquiétez-vous pas, il ne retombera pas. L'acier que vous avez acheté est d'une excellente qualité. L'acier que vous avez acheté est d'une excellente qualité. Vous en prie. Herr Stahlmann. Herr Ribbentrop, faites que le pont ne retombe pas, Herr Ribbentrop. Je ne pense pas être présent lorsqu'ils fixeront la travée centrale, bien malheureusement. Je veux m'installer à Ottawa d'ici la fin de l'année. Une histoire de famille, un quelconque héritage. Mais bref, peu importe. Vous serez là. Ah, moi, je compte bien y être et être aux premières loges en plus, parce que voir les deux structures nord et sud se réunir à l'unisson, ça va être un spectacle exceptionnel et extraordinaire. Faites en sorte que le pont de Québec ne retombe pas une deuxième fois, Ribbentrop. C'est d'accord, merci. Ah, Ribbentrop, cher nouveau contremaître. Le curé Richard me charge de vous dire que vous pouvez sortir maintenant. À la bonne heure. Ce fait agréable de discuter avec vous, Monsieur Stahlmann. En espérant vous revoir un jour. Honnêtement, je l'espère pas. Mais nous nous verrons un jour, mon jeune. Et vous? Il vous reste 2 autres jours. Bien mauvais rêve vous avez fait, Von Ribbentrop. Vous étiez très agité. Je ne sais pas, je ne sais plus, j'ai oublié. Vous semblez fatigué, faibli. Ce fut une dure journée au tribunal hier, n'est-ce pas? Oui, oui. Difficile de voir ce film sur vos camps de concentration et le résultat de ses travaux. Oui. Discutons-en. Avant de poursuivre notre discussion relativement à la refonte de votre cabinet initié par Hitler, j'aimerais vous entendre sur la question juive. J'ai... Vous avez des aspirines? À mon tour de vous dire non, vous savez très bien que c'est prohibé. Anna était là. Là où je suis. Et puis, elle m'a conduit à mon chef. Armin Führer. Et lui, il était là. Là, debout. Sans dire un mot. Sans me dire un mot. Et puis, le vide, le noir, le gouffre. Ça ne va vraiment pas bien, la tête. Si vous le voulez, je reviendrai plus tard. Votre camarade Albert Speer attend ma visite. Je reviendrai. Non, c'est... Je m'habitue à vous. Je me dois d'apprécier votre présence. Vous devez. Mais vous n'êtes pas contraint à quelconque obligation envers moi ou obéissance. Je sais. Vos questions, je vous prie. Très bien. Parlez-moi de l'extermination des Juifs. Je ne suis pas impliqué dans le dossier d'extermination. Ce n'est pas ce que les audiences ont prouvé. Et vous le savez. Rappelez-vous du projet Madagascar et la déportation des pays voisins tels que la Hongrie. Laissez-moi continuer. Ne vous cachez pas, Von Ribbentrop. Laissez-moi continuer. En 1940, Jean
envoyé 2 agents de mon cabinet en Amérique afin d'ouvrir un dialogue avec plusieurs banquiers juifs très puissants, afin d'utiliser leur influence pour convaincre l'Amérique de rester à l'écart de la guerre, et aussi influencer l'Angleterre afin qu'elle fasse la paix avec l'Allemagne. Malheureusement, ils ont reçu un accueil très froid. Les Juifs américains étaient très méfiants. Et ils haïssaient le régime nazi. Ils ont donc refusé de coopérer. Ils ont plutôt conseillé au président Roosevelt de porter assistance à l'Angleterre. Si seulement ces banquiers avaient voulu intervenir avec succès et convaincre l'Angleterre de signer une entente de paix avec Hitler, parce qu'en 1940, nous étions préparés à faire la paix avec l'Angleterre. Et si seulement cette terrible extermination des Juifs aurait pu être évitée. Non, non, non et non! Vous voyez les choses que d'un seul point de vue, Hermann Ribbentrop. Vous croyez sincèrement que ce n'étaient que les Juifs américains qui s'opposaient à votre régime? Ne voyez-vous donc pas qu'aux yeux du monde entier, Hitler et le gouvernement nazi étaient considérés comme des faiseurs de guerre redoutables, coupables de la terror-fascisme et du nationalisme défiant toute normalité? Ne vous rendez pas compte qu'aucune autre nation autre que l'Allemagne voulait qu'Hitler règne sur le monde? Je suis Ce persuadé. que vous avancez sur la question juive ne tient pas. Je suis persuadé qu'Hitler ne voulait que le territoire sudeste, le couloir polonais, un accord de libre-échange avec l'Autriche, et peut-être, quelques autres colonies. Et c'est tout. Certain qu'il n'y aura pas eu d'autres actions agressives par la suite. Hitler n'était pas si fou au point d'aller dans cette mauvaise direction. C'est ce qu'il fera plus tard. Saviez-vous que le véritable nom de Maître Jackson, procureur au procès de Nuremberg, est en fait Jacobson? Vous saviez qu'il était juif? Je l'ignorais. C'est possible. Et alors? Vous êtes juif, vous aussi? N'est-il pas? Pourquoi nous en sommes? C'est Julius Streicher, un camarade nazi à vous, qui me l'a dit. Je l'ignorais. Il me l'a dit. Il m'a aussi confié que ce procès était une conspiration de tous les juifs du monde entier et que si l'Allemagne avait eu le temps nécessaire d'exterminer tous les juifs, et ce, jusqu'au dernier, ce procès n'aurait jamais eu lieu et le monde s'en porterait mieux. Pensez-vous qu'Hitler était du même opinion? C'est clair, bien sûr. Je crois qu'Hitler s'était écarté aussi sur la question juive. Il a souvent dit qu'il y avait une conspiration entre les juifs communistes et les juifs capitalistes. Je ne comprenais absolument rien. Je crois qu'Hitler était dans l'erreur. En fait, je sais qu'il était dans l'erreur. Et pourquoi ça? Après que j'ai rencontré Staline et Molotov en territoire soviétique pour conclure le pacte de non-agression, à mon retour à Berlin, j'ai dit à Hitler que je n'avais pas vu là-bas aucun juif qui détenait un poste d'importance, hormis un seul. Il est nommé Lazar Kaganovitch. Gentleman d'ailleurs, d'une grande gentillesse, qui m'avait plutôt impressionné. Hitler ignora ma remarque. Or, je savais que son idée que c'était les Juifs qui étaient la cause de la guerre était tellement importante et depuis omniprésente de son esprit, même si ça n'avait aucun sens. C'était de la pure fantaisie, une allégorie en soi, mais c'était son idée. J'ai déjà dit, Hitler a toujours été la plus grande énigme pour moi. Qu'y a-t-il de si énigmatique d'envahir l'Union soviétique afin d'exterminer la juiverie bolchevique? Entièrement d'accord avec vous. Et c'est pour cela qu'il a violé le pacte de non-agression. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Continuez. Non, vous. Continuez. Hitler souhaitait que préserver son espace vital. Et vous, vous étiez d'accord avec cela? Je vous rappelle qu'Hitler était mon chef. Bien sûr, Hitler avait un côté brutal, mais il avait aussi un côté décent. Évidemment, c'est ce côté décent qui m'avait séduit. Certains jours, il pouvait être très gentil, aimable, voire même affectueux avec moi. Le lendemain, se montrait irritable, critiqué, négativement, accusé, trahison. Pour aucun motif. Il ne comprenait rien.
Pensez-vous que l'opinion publique à travers les générations va acheter le côté décent d'Hitler? Non. Notre exécution va enterrer les voix des générations qui ont connu Hitler sur son côté décent. Bien sûr, l'histoire ne regardera que toutes ces atrocités dont il a été l'instigateur. Et vous, von Ribbentrop, qu'est-ce que l'histoire retiendra de vous? Malheureusement, les gens ne se souviendront pas des ponts que j'ai construits, ni des chemins de fer, ni du champagne Nickel que j'ai fait connaître à travers le monde, ni du père de famille, ni du mari exemplaire que j'ai été, mais seulement ce qu'on retire aujourd'hui au travers des commérages des procureurs de la cour de Nuremberg, que Joachim von Ribbentrop est un nazi stupide, un mouton, un oui-chef, un ministre incompétent, un faiseur de guerre redoutable. Faiseur de guerre redoutable pour avoir ouvert les frontières des pays voisins afin de permettre à Hitler d'exécuter ses plans sanguignolants de conquête. En effet, je ne le nie pas. Je vous rappelle que j'étais sous l'emprise Hitler, l'avant-goûté de ma première rencontre avec lui en 1932. Il avait un pouvoir incroyable, spécifiquement à travers ses yeux. Aujourd'hui, le tribunal nous accuse de conspiration, et un homme seulement a pris toutes les décisions les plus cruciales. C'est le Führer. Nous n'avons jamais parlé d'extermination entre lui et moi lors de nos entretiens.